Bienvenue dans ce 62e épisode du Makercast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine, toujours à Miami. Simplement, j'ai changé de Airbnb. Cette fois, je suis à Miami Beach. Alors, ce qui est cool, c'est que je suis littéralement à 30 mètres de la plage. Et quelle plage, super plage de sable blanc. Petit inconvénient par contre, le Airbnb est plus petit et il n'y a pas du coup d'endroit pour se poser à l'extérieur. Et moi, tu sais que je préfère enregistrer mes podcasts à l'extérieur. Je sais pas pourquoi, mais je suis plus inspiré. Et en plus, il y a le bruit des murs. Donc, tu vas entendre un petit peu l'écho sur les murs, mais on va faire avec. Et probablement que les autres podcasts, je vais peut-être les enregistrer en me baladant au bord de la plage. Ça pourrait être sympa. Mais aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Et tu le sais, chaque semaine, je sélectionne certaines de vos questions et j'y réponds. Si tu veux me poser des questions, il suffit pour que j'y réponde dans le prochain Makercast FAQ. Il suffit d'aller dans les notes de cette émission, dans la description. Et tu vas trouver un lien, alors c'est simplement makercast.fr/question. Tu vas accéder à un formulaire qui te permet de me poser une question et j'en sélectionne certaines chaque semaine pour y répondre. Et on va commencer tout de suite par une première question de Rémi. Combien de temps as-tu coaché Gabriel Clément? Et toi, as-tu encore un coach? Merci pour ton travail, je l'apprécie beaucoup. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, parce que ça fait un bout de temps que j'en ai pas parlé, d'habitude je ne coache pas des gens parce que je pourrais faire du coaching, mais simplement, ça prend du temps, c'est consommateur de temps et je préfère allouer mon temps à la création de quelque chose qui va pouvoir aider plus de monde, typiquement les contenus et les formations. Mais j'ai quand même suivi quelques personnes en coaching, ou alors j'ai aidé quelques amis juste pour avoir des études de cas et pour pouvoir voir si mes techniques fonctionnaient en réel et avoir un feedback direct, qui est quand même assez formateur. Et donc il se trouve qu'en début d'année dernière, donc ça fait un bail, ça va faire 2 ans, il y a un gars qui s'appelle Gabriel Clément qui avait un blog sur le fitness qui me contacte et qui me dit voilà, j'aimerais bien que tu me coaches et tout, je voudrais investir sur moi-même. Et donc je trouvais que ce qu'il faisait était intéressant, je trouvais que ça avait l'air d'être un gars honnête, un gars motivé surtout, parce que pour moi la motivation c'était la chose la plus importante pour faire du coaching. Et donc j'ai décidé d'accepter et donc on s'est vu à peu près peut-être une fois par mois pendant 1 an. On a dû faire peut-être une dizaine ou une quinzaine de coachings ensemble pour redéfinir un peu sa stratégie. Alors on a tout changé radicalement parce qu'à la base il avait un blog de fitness et maintenant il a une chaîne YouTube sur les habitudes. Donc il y a plus grand chose qu'il y a à voir. Mais ça a bien marché finalement, ça a pris un peu de temps. Alors c'est pas devenu une rockstar, tu vois, il a pas une audience de malade, il a pas créé un truc énorme, mais ça marche, c'est-à-dire qu'avec seulement quelques centaines de vues sur ses vidéos, aujourd'hui il arrive à vivre de sa passion et c'est en grosse partie grâce à lui parce que Gabriel c'est le mec le plus persévérant que je connaisse tout simplement. Il se lève à 5h du matin depuis plusieurs années, tous les jours, même le dimanche, et il a créé une vidéo par jour pendant 2 ans sans jamais sauter un jour, ce qui est absolument extraordinaire. Donc il est très bien placé pour parler de ses habitudes justement, puisqu'il a réussi à se fixer des habitudes dans sa vie qui tient et qui ont changé sa vie. Donc si ça t'intéresse d'ailleurs de te former un peu sur ce domaine des habitudes et d'avoir de bonnes idées, tu peux aller suivre Gabriel Clément sur YouTube. Et puis pour parler de moi, j'ai jamais vraiment eu de coach ou de mentor. Alors j'aurais bien aimé, je pense que ça m'aurait été bien utile, je pense que j'aurais pu gagner beaucoup de temps. Simplement j'ai pas vraiment cherché quand j'ai démarré parce que si tu prends du coaching, c'est un investissement, ça coûte un peu d'argent et moi quand j'ai démarré j'en avais vraiment pas. Donc j'ai préféré suivre des formations qui étaient moins chères. Et en fait je me suis formé un peu via ces formations, via des bouquins que j'ai lus et via mes propres tests et puis en regardant un petit peu ce que faisaient les autres. Alors sûrement que si j'avais suivi un coach, si j'avais eu un mentor, ça aurait allé beaucoup plus vite. Mais voilà, je pense que t'en as pas besoin pour apprendre, t'as besoin pour intégrer ce que t'apprends. Ça veut dire que si aujourd'hui tu veux te former massivement dans un domaine, c'est pas forcément utile de prendre un coach tout de suite parce qu'il va juste te répéter ce qu'il a lu ou ce qu'il a fait et peut-être qu'il le vend déjà sous forme de formation, donc ça revient au même. Donc pour tout ce qui est lire des livres ou se former, tu peux le faire à travers des formations ou des bouquins, t'as pas forcément besoin d'un coach. Ensuite, le coach est très utile pour la motivation, pour t'aider à intégrer, parce qu'il faut pas oublier quand on fait ce boulot-là, on est souvent un peu seul, notre famille elle nous suit pas forcément, on n'a pas de patron, on est un peu, tu vois, on a besoin souvent d'avoir quelqu'un à qui montrer ses résultats, d'avoir quelqu'un qui nous encourage, d'avoir quelqu'un qui nous félicite, d'avoir aussi quelqu'un parfois qui nous fout un petit peu un coup de pied au cul, et un coach ou alors un mentor peut prendre ce rôle-là.
Donc je pense que ça peut être utile surtout pour les gens qui ont tendance à accumuler beaucoup de connaissances, qui n'ont pas de problème à lire des bouquins ou à suivre des formations, mais qui ont du mal à passer à l'action, à agir. Là, ça peut être vraiment utile d'avoir un coach. Ensuite, j'ai une question de Hugo qui me dit « Salut, tu n'as pas l'impression qu'avec ta thématique sur la création de contenu, tu vends des formations sur comment vendre des formations alors que ta thématique c'est ça et que tu n'as pas vendu d'autres formations sur d'autres thématiques ?» Oula. Alors, si je comprends bien Hugo, tu me dis que j'ai peut-être l'impression en faisant ce que je fais que finalement je vends une méthode pour faire ce que je fais. Donc c'est un peu redondant, ça fait un peu... Enfin voilà, c'est un peu... Voilà, enfin tu vois ce que je veux dire. Alors, je tiens à être clair avec toi. Je ne vends pas une méthode pour faire de l'argent. C'est-à-dire que je ne vends pas une technique pour les gens qui veulent gagner de l'argent rapidement. Ce que je fais, c'est que j'aide les gens à développer une compétence. Et c'est très important pour moi la nuance, c'est-à-dire que je ne cherche pas à avoir des gens dans mon audience qui veulent simplement une technique pour faire de l'argent, ça m'intéresse pas, même si je pourrais sûrement gagner beaucoup plus si je le faisais, il y a plein de gens qui le font, mais moi ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est que les gens aient des résultats, et pour que les gens aient des résultats, il faut qu'ils aient envie de faire ça. Il faut qu'ils soient passionnés par la création de contenu. Et donc j'ai envie d'avoir dans mon audience uniquement des gens passionnés par la création de contenu. C'est ça la compétence que j'essaie de développer. Et cette compétence de devenir un maker, de devenir créateur de contenu, ça demande pas seulement de vendre des formations, ça demande avant tout de trouver des idées. C'est d'ailleurs l'objet de la dernière formation qui est toujours en ligne et qui a un tarif d'ailleurs préférentiel jusqu'à samedi au passage, mais ça tu dois le savoir, enfin vous avez déjà été nombreux à la démarrer. Il y a donc d'abord trouver des idées, ensuite trouver ta thématique, trouver une bonne thématique, ensuite dans cette thématique créer du contenu inspirant, ensuite développer une audience autour de ce contenu, créer une relation avec cette audience, la fidéliser, créer une vraie communauté avec cette audience, et seulement une fois que tu as ça, vendre des formations et pouvoir en vivre. Mais finalement, si tu commences seulement par vendre des formations mais que t'as pas d'idée, t'as pas de thématique, ton contenu il est chiant et t'as pas d'audience, ça sert à rien, tu feras pas d'argent. Donc moi ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi j'ai que 22 ans. J'ai pas 50 ans d'expérience derrière moi. Ça fait seulement 4 ans que je connais ce milieu-là, que je connais ce monde-là. En 4 ans, j'avais le choix, soit je me lançais dans plusieurs thématiques différentes et j'accumulais les choses, soit je passais 4 ans à maîtriser cette compétence de la création de contenu. Et la meilleure façon de maîtriser une compétence, c'est de l'enseigner aux autres. Je pense qu'on apprend extrêmement bien quand on enseigne. Et donc dès le début, alors que j'y connaissais rien, vraiment, j'ai commencé à enseigner cette compétence, mais pas en tant qu'expert ou prof, je me suis pas positionné comme ça, je me suis positionné en tant que personne qui apprend et qui enseigne en même temps, avec des mots simples, avec des mots de débutant, un débutant qui parle aux débutants. Exactement comme quand t'as un ami qui vient de se lancer dans un nouveau truc qui t'explique comment on fait. C'est comme ça que je me suis lancé. Et j'ai passé 4 ans à maîtriser cette compétence, à apprendre comment trouver des idées, comment trouver une bonne thématique, comment construire du contenu qui soit vraiment efficace, comment développer une audience, comment créer une communauté dans cette audience et comment vendre des produits. Mais j'ai passé 4 ans à faire ça. Et donc finalement, c'est là où j'ai plus de valeur à apporter aux gens. C'est pas dans les autres thématiques, tu vois, j'aurais pu me lancer dans d'autres thématiques parce que ça m'aurait intéressé, mais finalement là où j'ai plus de valeur à apporter aux gens, c'est dans le domaine de la création de contenu. C'est pour ça que j'ai décidé de rester là-dessus et de pas changer de thématique, même si évidemment ça aurait probablement été plus crédible pour certaines personnes. Mais la façon dont j'ai pu le faire, c'est via les gens que j'ai accompagnés ou via les amis avec qui on a testé des trucs, comme par exemple Gabriel Clément dont je te parlais tout à l'heure, qui est dans la thématique du développement personnel, dans la thématique des habitudes, donc dans une autre thématique que la mienne et qui arrive à en vivre avec une audience beaucoup plus faible que la mienne. Ou alors Antoine Fonbonne, qui est un ami à moi avec qui on a échangé un peu du coaching. Lui, il me faisait du coaching sportif, moi je lui faisais du coaching marketing, qui a une chaîne sur le fitness, sur la musculation, tu vois, donc un domaine qui a rien à voir avec le mien, qui a appliqué les méthodes justement pour vendre des formations qui arrivent très bien à en vivre. Donc moi, ce que je t'invite à faire, Hugo, c'est pas d'attendre que je teste la thématique pour te mettre dessus, pour savoir si ça a marché ou pas. Ce que je t'invite à faire, c'est de faire comme Gabriel Clément ou comme Antoine Fonbonne, c'est de tester mes méthodes dans ta thématique dès maintenant. Je te demande juste de les tester. Tu testes pour voir si ça marche. Et c'est toi qui vas pouvoir tester, c'est toi qui vas pouvoir avoir ces résultats-là. Finalement, les résultats dans les autres thématiques, moi je peux pas les faire parce que je vais pas lancer 15 blogs différents ou 15 chaînes différentes dans 15 thématiques différentes. Finalement, c'est mes clients qui les ont. Et c'est en regardant ce que font ces clients que tu peux voir que ça fonctionne et c'est en essayant de le faire toi-même. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Ensuite, j'ai une question de Nicolas qui me dit « J'aimerais commencer un podcast, mais je suis encore au lycée. Je n'ai pas l'intention de gagner de l'argent ni d'en investir beaucoup. Ton micro semble cher. Comment je pourrais créer ce podcast à moindre coût ?» Alors, c'est hyper simple. Le podcast est probablement un des contenus qui est le moins cher à créer. Si tu as un smartphone aujourd'hui, un iPhone ou un téléphone Android, t'as un micro et t'as un outil de mise en ligne qui est déjà dans ta poche. Alors tu peux utiliser l'application
l'application dictaphone de ton téléphone, enregistrer directement avec le micro proche de ta bouche. Tu peux aussi utiliser des écouteurs avec micro intégré ou alors un casque avec micro intégré. Si tu as un peu plus de budget, tu as un micro qui s'appelle le Blue Snowball qui je coûte une 50aine d'euros, qui est pas extrêmement cher. SNOWBA2L, c'est un bon micro, c'est un micro de la marque Blue Microphone, donc c'est la même marque que mon micro à moi. Et tu peux l'héberger gratuitement, ton podcast, avec SoundCloud ou avec Anchor. Donc c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment pas cher. L'important pour avoir une bonne qualité audio, c'est pas d'abord d'avoir un bon micro, c'est d'abord d'avoir un micro que tu mets proche de ta bouche. C'est ça qui fait toute la différence. Tu peux avoir le meilleur micro du monde, si tu le mets à 3 mètres de toi, le son il va de toute façon être pourri. Donc tu peux commencer tout de suite avec le matériel que tu as déjà et te concentrer surtout sur comment tu peux construire du contenu qui soit intéressant et comment tu peux développer une audience autour de ce contenu-là. Et là, finalement, le matériel, on le verra après quand tu auras de l'argent à investir. Ensuite, j'ai une question de Robin. Une question assez longue. Essayez de faire court sur la question, s'il vous plaît, parce que j'ai du mal à les résumer. Alors, question de Robin. Salut Antoine, tu transmets une idéologie, le terme est peut-être un peu fort, une vision si tu préfères, libérale et mondialiste du monde à travers tes partages et ton mode de vie. Te poses-tu la question des coûts sociétaux et environnementaux que cela peut impliquer? Si la question peut paraître provocante, ce n'est pas contre toi, mais c'est qu'elle me tient à cœur. Souhaitant entreprendre et partager les idées et les compétences acquises dans mes projets, en tant que futur influenceur, c'est pour moi important d'être sûr d'apporter quelque chose de bénéfique à la société. Ton avis m'intéresse, merci. Alors, c'est très intéressant la question que tu me poses. Je pense que la question de l'éthique, en fait, j'en parle pas souvent parce que je pense que c'est personnel, en fait. Moi, je déteste l'éthique appliquée aux autres, c'est-à-dire les gens qui font des leçons de morale, qui te disent voilà ce que tu devrais faire, voilà comment tu devrais le faire. Souvent, les gens qui donnent le plus de leçons de morale, c'est les gens qui en font le moins. J'ai remarqué, bizarrement, il y a une corrélation qui va dans ce sens-là. Je pense que l'éthique, ça devrait être quelque chose de plus ou moins... Alors évidemment, il faut pas tuer des gens, tu vois. Mais je pense que l'éthique... Je t'invite vraiment à lire le bouquin Hackers and Painters, qui parle pas du tout de ça, mais il y a un chapitre qui est consacré à ça que je trouve excellent, qui t'explique pourquoi l'éthique d'aujourd'hui, c'est probablement une mode et ça a probablement changé, et que finalement, les seules éthiques qui valent vraiment le coup, les seules morales qui valent vraiment... qui sont vraiment universelles, c'est celles qui sont appliquées dans toutes les cultures, par exemple, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Mais sinon, il y a des trucs, bon, c'est assez personnel. Moi, j'ai une charte éthique personnelle, c'est-à-dire que j'ai une éthique personnelle dans ma création de contenu, des choses que je fais et des choses que je ne fais pas. Par exemple, moi, dans ma création de contenu, ce qui est vraiment important, ma charte éthique personnelle, c'est la franchise. C'est-à-dire que je veux pas mentir à mon audience, je veux pas dire n'importe quoi pour faire plus de ventes, je veux pas cacher des trucs, donc j'essaie d'être franc. J'essaye d'être respectueux, c'est-à-dire de pas attaquer les gens, et j'essaye, et je dis bien j'essaye parce que c'est pas facile, mais j'essaie de tendre vers ça, d'être tolérant, c'est-à-dire de me mettre à la place des gens, d'essayer de les comprendre, même si je suis pas d'accord avec eux. C'est un exercice qui est très 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 difficile, mais que j'essaie de faire au quotidien. Donc franchise, respect et tolérance, pour moi, c'est ce qui est important. Maintenant, sur la question de la sensibilité écologique, je pense que tout a un coût, et c'est à soi-même de choisir ce qui est important ou pas. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai une sensibilité écologique, je pense comme beaucoup de gens. J'ai eu des parents qui m'ont appris ça. J'ai été éduqué de cette façon-là, à respecter la nature, à aimer la nature. J'ai toujours eu des animaux, j'ai appris à bien les traiter. J'ai toujours aimé manger aussi des choses saines et des choses naturelles. Je mange bio. Enfin bref, moi ce que j'essaie de prôner et ce que j'essaie d'avoir pour moi, c'est un mode de vie qui est simple et efficace. C'est-à-dire que je recherche pas avant tout à faire les choses pour l'écologie, je recherche avant tout à faire les choses le plus efficacement possible, et il se trouve que parfois ça a un impact positif sur l'écologie. Je peux te donner quelques exemples, le fait d'avoir un iPad, alors évidemment un iPad à construire et en tant que déchet, c'est pas très écologique, mais moi depuis que j'ai un iPad, j'utilise plus du tout de papier. C'est-à-dire que tout est numérisé. Je me fais pas envoyer mes factures, je les reçois par mail. Toutes mes notes de podcast, ça me prenait au moins un carnet papier avant tous les mois. Maintenant, je note tout sur mon iPad. Bref, c'est par souci d'efficacité. Très souvent, tu peux faire des choses pour l'environnement. Pareil pour l'alimentation. Souvent on dit, souvent on pense qu'il suffit de couper l'eau du robinet quand on se brosse les dents pour économiser de l'eau. Commence par arrêter de manger de la viande. Un steak, c'est l'équivalent de 30 douches, tu vois. Donc, l'alimentation, je pense que c'est important aussi. C'est quelque chose qui est important pour moi. Essayer de manger sainement, essayer de manger bio au maximum, et essayer d'éviter les produits d'origine animale. En fait, c'est des choses que je fais avant tout pour moi, mais il se trouve que c'est aussi positif pour l'environnement. Après, moi, je veux pas que l'écologie soit un sacrifice. C'est-à-dire que je pense que l'écologie n'a pas besoin d'être un sacrifice. Par exemple, si on cherche toujours l'efficacité, on peut, par cette manière-là, être plus écologique. Notamment si on voit une efficacité globale à long terme. On sait que si on veut être plus efficace plus longtemps, il faut qu'on préserve la planète.
D'une autre manière, je pense que l'écologie viendra pas de la décroissance, mais de l'innovation. Par exemple, les voitures électriques. Pourquoi les voitures électriques se sont jamais vendues alors qu'elles existent depuis 20 ans? Parce qu'elles étaient pourries. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Tesla qui est arrivé, il y a un mec qui s'appelle Elon Musk qui a fait pour la première fois des voitures électriques qui étaient pas seulement électriques, mais qui étaient bien. Et je pense que si les gens achètent une Tesla aujourd'hui, c'est pas parce que c'est une voiture électrique, c'est parce que c'est une bonne voiture avant tout. Et ils viennent de sortir le modèle 3, qui est la première Tesla abordable. C'est-à-dire qu'avant, pour payer une Tesla, il fallait avoir 70 000 € sur ton compte. Maintenant, il suffit d'en avoir 30 000, et qui va probablement être le début d'une petite révolution. Donc, je crois énormément en l'écologie, pas par le sacrifice, pas par la décroissance, mais plutôt par l'innovation et par le fait d'encourager ces innovations-là. Et je pense que ensuite c'est quelque chose de personnel, c'est-à-dire que moi je veux pas faire des sacrifices pour l'écologie, je veux pas m'empêcher de voyager pour l'écologie, je veux pas m'empêcher de travailler pour l'écologie, mais si je peux faire les choses en étant efficace d'un point de vue écologique, je le fais. Et pour revenir sur ton idée à toi de création de contenu, Robin, je pense que si tu as t'as des idées éthiques qui sont importantes pour toi, il faut absolument que tu les mettes en accord avec ton contenu, parce que tu ne pourras pas créer du contenu de qualité si le contenu n'est pas en accord avec tes valeurs. Je pense que c'est quelque chose de fondamental, c'est d'avoir des actes qui sont en accord avec nos valeurs. Je pense que c'est même fondamental pour être heureux dans la vie. Je pense qu'on peut pas se sentir bien si on fait quelque chose qui n'est pas en accord avec nos valeurs. Alors ça peut être des valeurs éthiques ou d'autres types de valeurs, mais si pour toi la valeur environnementale par exemple ou sociétale est importante, c'est extrêmement important que tu respectes ça dans ton contenu, ou même si tu crées une boîte, que tu respectes ça dans ta boîte, parce que sinon ça va juste créer une dissonance cognitive et tu vas avoir du mal, ça va juste être difficile pour toi et tu vas te sentir mal. Donc je pense que c'est quelque chose de très personnel, il faut pas essayer d'imposer son éthique ou sa morale aux autres, mais c'est bien d'avoir une éthique personnelle, une charte personnelle d'éthique, et de la respecter si on veut créer du contenu et en être fier tout simplement. Ensuite, j'ai une question de Manon. Encore une question trop longue. Ah, si vraiment vous pouviez essayer de me raccourcir vos questions un maximum, ça m'arrangerait beaucoup. Je vais essayer de la résumer. Ok, je vais pas lire la question, je vais la résumer. En gros, ce que Manon m'a dit, c'est qu'elle a une communauté sur Instagram qui parle anglais. Cette communauté l'a encouragée à se lancer sur YouTube. Elle s'est lancée sur YouTube, mais simplement, elle galère. Elle galère à parler en anglais, à s'exprimer de manière fluide. Je comprends, moi je galère aussi. Du coup, elle hésite. Est-ce qu'elle doit faire une chaîne YouTube en anglais pour faire plaisir à ses abonnés sur Instagram qui sont américains, ou est-ce qu'elle doit faire une chaîne YouTube en français et du coup développer une nouvelle audience? Alors, je pense que j'ai pas assez d'informations pour le coup sur la thématique de ta chaîne ou sur ce que tu fais, donc je vais pas te donner une réponse très ciblée, mais je pense que la première question à te poser, c'est quelle est la valeur de ta communauté Instagram? Est-ce que cette communauté-là, elle te suit simplement parce que tu publies des photos stylées et que c'est sympa pour tromper l'ennui, ou est-ce qu'elle te suit parce que vraiment tu les inspires, parce que vraiment tu peux leur apporter quelque chose, parce que vraiment tu peux les aider à résoudre des problèmes? Si elle te suit pour ces raisons-là qui sont des bonnes raisons, alors ça peut valoir le coup de créer une chaîne YouTube en anglais. Ça peut être finalement, tu vois, un défaut, ça peut transformer en charme. Je pense que si t'as un petit accent français et que tu galères un petit peu à parler en anglais, ça peut presque se transformer en quelque chose de, tu vois, je pense pas que ton audience va t'en vouloir pour ça. Toi, tu vas énormément progresser et ça peut être quelque chose qui a du charme. Tu peux aussi te lancer sur un blog si tu penses que tu seras plus efficace à l'écrit, mais si ton audience t'a demandé de faire tes vidéos YouTube, c'est plutôt bon signe. Ça veut peut-être dire que ton audience a vraiment envie d'en savoir plus sur toi et de s'impliquer. Maintenant, si tu considères que la valeur de ta communauté Instagram n'est pas très élevée, que ces gens-là te suivent juste un peu comme ça pour tromper l'ennui, mais qu'ils n'ont pas vraiment envie d'aller plus loin avec toi, alors ça peut valoir le coup de repartir de zéro, de créer une audience sur YouTube en français, dans une autre thématique peut-être qui a rien à voir, faire un truc qui te plaît vraiment, mais surtout ne te lance pas sur YouTube parce qu'on te l'a demandé, ou ne fais pas quelque chose parce qu'il faut le faire ou parce que je te l'ai conseillé. Fais quelque chose parce que tu le sens, parce que tu as envie de le faire. Faire des vidéos en anglais sur YouTube, ça peut être un challenge, mais si ça te fait chier, le fais pas. Si ça t'amuse, mais que t'es pas bonne, fais-le, ça peut quand même être intéressant. Mais voilà, l'idée c'est je suis pas à ta place, je connais pas ta thématique, je connais pas ton audience, mais d'analyser ça, d'analyser la valeur de ta communauté, voir si ça vaut le coup d'aller plus loin avec cette communauté ou de changer. Je pense qu'il faut pas hésiter à changer radicalement, à faire un gros shift quand tu penses que tu vas pas dans la bonne direction. Si tu veux aller en Inde, mais que tu mets ton bateau vers les États-Unis et que tu t'en rends compte en cours de route, soit tu dis bon bah peut-être ça vaut le coup d'aller voir à quoi ressemble l'Inde, soit tu dis ouais c'est pas du tout là où je voulais aller, je retourne. Donc c'est à toi de te poser cette question-là.
Ensuite, j'ai une question de Stéphane qui me dit « Hello Antoine, je cherche une Antoinette BM. Le but est d'inspirer ma sœur, 17 ans, à penser en dehors des sentiers battus. Je pense qu'elle s'identifierait plus si elle pouvait suivre une fille. Aurais-tu des blogueuses, podcasteuses, youtubeuses à me recommander? Merci et reste libre. » Alors, Stéphane, 2 choses à te dire. Première chose, est-ce qu'elle en a vraiment envie, ta sœur? Est-ce qu'elle a vraiment envie de penser en dehors des sentiers battus? Est-ce qu'elle a vraiment envie de liberté? Est-ce qu'elle a vraiment envie, bref, des thématiques dans lesquelles on parle dans ce podcast? Ça, c'est la première question à te poser. Si elle en a pas vraiment envie, lâche-la faire. Ça sert à rien de lui imposer ça, même si tu penses que ce serait mieux pour elle. Attends elle s'y intéresse par elle-même. Moi, si on m'avait forcé ou si on m'avait vraiment incité à suivre les contenus que j'ai suivis, j'aurais probablement fait de la résistance. Surtout si c'était un membre de ma famille. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que ça vienne naturellement, et je pense qu'il faut pas forcer la main aux gens que ça intéresse. C'est vrai que alors, je comprends en même temps ton point de vue, parce que moi, quand j'ai découvert ce monde-là, j'ai trouvé ça tellement génial que je me suis dit, mais c'est une mine d'or, ce truc, ça devrait passionner tout le monde, simplement les gens ne le savent pas. Donc j'ai commencé à le dire à tout le monde en étant super excité, et je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart des gens s'en foutaient. La plupart des gens sont bien dans leur vie, ou alors ils sont satisfaits, ou alors ça les intéresse pas ce monde-là, ou alors ils ont juste la flemme, tu vois, ou alors ils ont pas envie de bosser. Bref, la plupart des gens s'en foutent en fait. Et c'est pas grave, il faut pas essayer de convertir les gens qui ont pas envie d'être convertis. Il faut laisser faire, il faut se concentrer sur les gens qui, eux, ont envie d'être convertis et aux gens à qui tu peux apprendre des choses. Donc, première question à te poser, est-ce qu'elle en a vraiment envie? Maintenant, si elle en a vraiment envie, moi, ce que je te propose, c'est d'ouvrir un sujet sur le forum Maker Army. Donc, je vais ouvrir un sujet juste après ce podcast. Donc, le forum Maker Army, tu sais, c'est la communauté là que j'ai lancée il y a quelques semaines, qui vous permet de vous retrouver ensemble, de poser des questions, de vous aider. Alors moi, normalement, je suis pas très actif sur cette communauté, c'est vraiment pour vous, c'est votre endroit à vous. Mais là, j'ai ouvert un sujet justement pour que les gens puissent recommander. Le mieux, c'est que ce soit vous qui les recommandiez, des gens qui sont un peu moi en fille, entre guillemets, c'est-à-dire qui parlent un peu de mes thématiques, mais qui pourraient davantage intéresser la sœur de Stéphane. Donc ça se passe sur le Maker Army, le lien est dans la description. Ensuite, j'ai une question de Michael qui me dit, j'ai deux questions de Michael qui me dit, est-ce que tu as vendu des formations à ta famille ou peut-être que tu leur as donné? Et deuxième question, qu'est-ce qu'elles en ont pensé? Alors, je pense qu'on va un peu revenir un peu sur la question d'avant, c'est que alors déjà, j'aurais pas vendu des formations à ma famille, je suis pas un rat non plus, j'aurais à donner, tu vois, si c'est mes proches. Mais ma famille s'intéresse pas vraiment à ma thématique, tu vois, à mon sujet. J'ai plutôt une famille de médecins, donc c'est pas vraiment leur truc. Et je voudrais répondre en fait à une autre question qu'on me pose souvent, qui est comment convaincre ma famille, comment voilà, j'ai découvert ce truc, j'ai envie de le faire, comment convaincre mon entourage. Et je vois beaucoup de jeunes notamment qui essaient à tout prix de convaincre leurs parents, et je pense que c'est une erreur. Moi, j'ai pas du tout réussi à convaincre mes parents au début. Maintenant, ils sont convaincus par défaut parce qu'ils voient que je suis heureux. Mais c'est pas grave, en fait, s'ils me suivent pas dans le truc, ou s'ils écoutent pas mes contenus, ou s'ils suivent pas mes formations. Parce que je leur demande pas, en fait. Et je pense qu'on attend trop souvent de sa famille, on attend trop de ses parents, on attend trop de soutien. Et à force d'essayer de vouloir les convaincre, je pense pas qu'on puisse convaincre vraiment quelqu'un qui est plutôt réfractaire en lui donnant des arguments logiques. Je pense que la meilleure façon finalement de les convaincre, c'est de leur montrer que tu t'en sors bien et de leur montrer que t'es heureux. Moi, ce que voient mes parents, par exemple, ou ma famille, c'est que maintenant je m'en sors bien dans ce que je fais. J'ai trouvé un truc qui me plaît, un truc dans lequel je suis bon, et un truc qui me rend heureux et qui me permet de voyager et d'être libre, et c'est ça qui est important pour moi. Donc finalement, ils se disent, bon bah tant mieux, très bien, il fait ce qu'il veut. Mais pourquoi est-ce que j'essaierais de leur vendre ou de leur filer des formations? Tu vois, si eux, ça les intéresse pas, si eux, ils ont trouvé leur voie autre part. Je pense que chacun a sa voie à trouver, et c'est pas parce que cette voie, on la trouve géniale pour nous, qu'elle va s'adapter à quelqu'un d'autre, et qu'il faut pas leur forcer. Il faut pas les forcer, même si c'est pas, souvent on a tendance, et c'est aussi un problème que souvent ont les parents, c'est qu'ils pensent savoir mieux que leurs enfants ce qui est bien pour eux. Donc ils leur disent, tu vas faire des études, tu vas aller dans telle école, tu vas faire comme ton père, etc. Des choses qui sont vraiment, il faut pas dire ça à un enfant. Parce que c'est pas parce que toi t'es heureux comme ça que ton enfant va être heureux comme ça. Il y a tellement de gens que je vois qui font un boulot qu'ils détestent ou qui ont fait des études qu'ils détestaient simplement parce que c'était ce que voulaient leurs parents. Mais c'est horrible, tu vois. Fais pas quelque chose pour ce que veulent tes parents, fais quelque chose pour ce que tu veux toi, et de la même façon, mets-toi à leur place, n'essaye pas d'imposer quelque chose aux autres, à tes enfants ou à tes parents. Laisse-les faire ce qu'ils ont envie de faire. Vraiment, s'il y a bien un truc que moi j'ai appris cette année, c'est ça. C'est laisse ton entourage en dehors de tout ça, n'essaye pas de les convaincre, c'est cool. Enfin, je veux dire, si tu fais un truc et que t'es heureux comme ça, c'est l'essentiel, fais ce que t'aimes. T'as pas besoin de convertir tout le monde. Ensuite, question de Steven qui me dit « Salut Antoine, tu dis parfois qu'il faut être clivant dans ses contenus. Est-ce que tu penses qu'on peut l'être tout le temps à 200% et quand même avoir un noyau dur de fans ou c'est comme l'alcool à utiliser avec modération ?»
Alors, c'est important de revenir là-dessus, je pense. Quand je dis qu'il faut être clivant dans ses contenus, ça veut pas dire insultant ou irrespectueux. Et ça, c'est très 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 important. Pour moi, être clivant, ça veut dire ne pas avoir peur d'exprimer tes opinions, même si elles sont minoritaires. Et même si c'est sur des sujets sensibles. Je pense que c'est important quand tu crées du contenu parce que, enfin, ça dépend quel contenu tu crées évidemment. Si tu fais du contenu en divertissement, c'est pas vraiment ça c'est pas vraiment ce que t'as à faire. Ou si tu fais des blagues, c'est pas vraiment ce que t'as à faire. Mais si tu crées du contenu qui est fort, si tu crées du contenu pour changer la vie des gens, si tu crées du contenu important, je pense que tu crées une relation avec les gens qui est plus proche d'une relation d'amitié. Et moi, mes amis, je connais leurs idées politiques. Avec la plupart d'entre eux, je suis pas d'accord. Je connais leurs idées sur plein de trucs, sur la société, sur plein. Je suis pas d'accord avec eux, mais c'est quand même mes amis. Et en fait, c'est pas grave. Et j'apprécie leur courage d'exprimer leurs opinions clairement parce que c'est mes amis et que le plus important entre amis, c'est de pouvoir se dire ce qu'on pense. Tu vois, c'est de pouvoir se détendre et se dire ce qu'on pense. Et je pense qu'être clivant, en fait, dans ton contenu, c'est comme ça que moi je le perçois. C'est dire ce que tu penses et dire des choses qui vont pas forcément plaire à tout le monde, mais sans attaquer les gens du camp adverse. Par exemple, je vais donner 4 exemples que moi 4 prises de position que j'ai faites qui m'ont pas causé de tort. La première, c'est de dire que je suis un Apple addict. C'est pas parce que je dis que je suis un Apple addict que j'insulte tous les gens qui ont un Android. Loin de là, je dis simplement moi c'est ce que j'aime. Je dis même que c'est moi qui suis un peu bizarre avec ça, tu vois. Le fait que je défende l'entrepreneuriat face au salariat, je suis pas en train de dire qu'être salarié c'est pas bien, je suis pas en train de dire que les gens qui sont salariés sont des cons, évidemment, je pense que ça dépend de chacun trouve la voie dans laquelle il se sent le mieux. Simplement moi je défends l'entrepreneuriat parce que c'est une voie que je trouve parfaite pour les gens qui sont comme moi, tu vois, qui ont besoin de liberté dont j'ai besoin. Donc évidemment, les gens qui sont pas du tout intéressés par ça, ils vont pas être attirés par mon contenu, mais ils vont pas se sentir blessés pour autant. Je défends souvent le mode de vie nomade par rapport au mode de vie sédentaire, de la même façon. Je suis pas en train de critiquer les gens qui sont sédentaires. Je suis en train de défendre avec enthousiasme quelque chose qui a changé ma vie. Pendant les élections, j'ai pris une position qui était encore beaucoup plus clivante, qui était que j'ai pris position en faveur de Macron. Ça veut pas dire que je respecte pas les gens qui ont voté Mélenchon. Ça veut juste dire que moi je suis enthousiaste pour un truc et j'ai pas peur de le dire. Et finalement, il y a sûrement des gens qui sont désinscrits ou qui sont désabonnés après ça, mais je pense que c'était pas les vrais fans, c'était probablement pas les clients des formations. À mon avis, moi je suis des gens qui ont des idées politiques beaucoup plus arrêtées que ça, et ça m'empêche pas de les suivre parce que j'essaye de faire abstraction de ça pour prendre ce qui est bon pour moi. Et finalement, je sais en fait, en écoutant des gens qui sont clivants, je sais que ces gens-là disent ce qu'ils pensent. Et ça, c'est ce qui est le plus important pour moi. C'est ça que je partage avec eux. En fait, quand j'entends quand je suis un gars qui te dit Trump c'est génial, il faut voter Trump, je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui, mais je me dis, ce mec, il a les couilles, il met ses cojones sur la table, il dit ce qu'il pense, donc ça veut dire qu'il va pas me balader. Il va me dire ce qu'il pense, il va me dire la vérité. Et donc je vais davantage lui faire confiance. Et c'est exactement pour cette raison-là que je dis qu'il faut être clivant. En fait, quand je dis qu'il faut être clivant, ça veut dire il faut pas chercher à tout prix l'adhésion des gens qui te suivent. Et je pense que plus tu cherches et c'est un gros problème qu'on voit sur YouTube, c'est que sur YouTube, avec ce système de feedback direct et peu qualitatif, de pouces bleus, pouces rouges ou commentaires pourris, les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent. Et les gens cherchent à tout prix l'adhésion populaire. Sauf que quand tu cherches l'adhésion, t'es en position de faiblesse, t'es en position de demande, t'es en position à te mettre à genoux devant les gens qui te suivent et à te dire s'il vous plaît, mettez-moi un pouce bleu, s'il vous plaît, aimez ce que je fais, s'il vous plaît, aimez-moi. Et personne n'aime les gens comme ça. Personne n'aime ton ami lèche-cul qui est toujours derrière toi en train d'être d'accord avec toi. Personne n'aime son client ou son salarié qui est toujours. Tu vois, les gens aiment les gens qui disent ce qu'ils pensent mais qui te respectent malgré tout. Et de la même façon, quand tu vends quelque chose, il faut pas chercher l'adhésion des gens qui sont en face de toi. Parce que plus tu cherches l'adhésion, plus tu te mets en position de demandeur et plus ce sera difficile de vendre. Donc pour moi, c'est ça être clivant. Ça veut pas dire être insultant ou irrespectueux, surtout pas. Ça veut dire ne pas avoir peur d'exprimer tes opinions, même si elles sont minoritaires ou même si elles vont pas convaincre tous les gens qui te suivent. Ensuite, j'ai une question de l'art du rap qui me dit dans une journée, la musique t'influence-t-elle dans ton humeur et donc dans tes motivations? Alors déjà, je veux dire quelque chose qui est clivant. J'aime pas le rap, donc je suis pas, tu vois, c'est pas cette musique-là qui va m'inspirer, ça c'est sûr. Ça veut pas dire que j'aimerais jamais le rap, peut-être qu'un jour j'aimerais bien, mais là à l'heure actuelle j'aime pas le rap, j'écoute pas de rap. Et concernant la musique, j'en écoute de moins en moins, simplement parce que j'écoute de plus en plus d'audio et que je me suis remis à la lecture. Donc c'est une question de temps en fait, c'est-à-dire que
Quand t'écoutes de la musique, souvent c'est quand tu marches dans la rue, c'est quand tu fais du sport, c'est quand tu fais la vaisselle, c'est quand tu chill chez toi. Moi, quand je chill chez moi, je lis plutôt, ou alors je travaille. Quand je marche dans la rue, j'écoute des podcasts, et maintenant quand je fais du sport, j'écoute aussi des podcasts. Du coup, j'ai plus vraiment le temps pour l'audio, et bizarrement, ça manque pas tant que ça. Ça manque pas tant que ça la musique. Je pense qu'il y a des choses qui sont encore plus motivantes. Par exemple, parfois j'écoute des audios d'Anthony Robbins, tu vois. Alors parfois avec une bonne musique motivante en fond, il y a rien de plus motivant que ça, tu vois. Donc ça m'a vraiment étonné quand j'ai commencé à faire de la musculation sans écouter de musique mais en écoutant des podcasts. Je pensais vraiment que ça allait être plus difficile et en fait non, bizarrement, parce que quand le podcast t'intéresse, bah, t'es focalisé sur le podcast et donc tu penses plus trop à l'effort que tu fais et donc c'est un moyen de faire passer aussi la séance plus rapidement. Donc si tu trouves de bons audios, enfin ça dépend des gens, il y a des gens qui ont vraiment besoin de musique. Moi pendant longtemps j'ai eu besoin de musique et bizarrement je me rends compte que j'en ai de moins en moins besoin. Ensuite, question de Alban. Il y a possibilité d'écouter des podcasts sur Spotify. Penses-tu y publier tes podcasts pour ceux qui n'ont pas d'iPhone? Alors pour ceux qui n'ont pas d'iPhone, mes podcasts sont aussi sur SoundCloud ou sur les principales stations de podcasts sur Android comme Stitcher par exemple. J'ai essayé de mettre mon podcast sur Spotify, c'est une galère pas possible, du coup j'ai abandonné. Et je pense que Spotify et plein d'autres n'ont pas compris que celui qui gagnera la bataille de l'audio sera celui qui créera le YouTube du podcast. J'ai l'impression que Spotify essaye de faire, c'est simplement d'avoir les podcasts les plus connus ou les plus populaires ou les plus mainstream dans son catalogue, et je pense que c'est exactement l'inverse de ce qui va marcher. Ce qui va marcher, c'est de laisser n'importe qui publier son podcast le plus facilement possible. Exactement comme sur YouTube, n'importe qui peut publier une vidéo extrêmement facilement. Et pour l'instant, je vois une seule entreprise qui propose ça, une seule, c'est Anchor. Ça fait longtemps que je t'en parle, Anchor, tu peux aller voir. Anchor qui propose littéralement de créer un podcast en un clic, c'est-à-dire qu'il va lui-même soumettre ton flux à iTunes et à Google Play, t'as rien d'autre à faire. Donc voilà, je pense que c'est pas Spotify qui va révolutionner le podcast. J'ai cru à un moment, puis j'ai essayé, puis j'ai vu que non, en fait, c'est certainement pas eux. Ensuite, c'est tout, c'était la dernière question. On s'arrête là-dessus. Si t'as envie de continuer à discuter avec la communauté des makers, t'as la Maker Army, t'as le lien qui est en description. J'ai changé un petit peu, j'ai fait un nouveau thème graphique là. J'ai changé un petit peu les couleurs. Donc c'est assez sympa. Il y a une bonne dynamique, donc tu peux aller t'inscrire si t'es pas encore inscrit. Et puis tu peux aussi laisser un avis sur ce podcast si tu veux, tout simplement. Et enfin, la formation. Là, je sais même plus comment elle s'appelle. Celle-là, je suis fatigué, j'ai trop parlé, j'ai trop chaud. La formation sur les nouvelles façons de créer du contenu en 2017, 40 nouvelles idées pour créer du contenu, et toujours disponible à un tarif de lancement jusqu'à samedi. Donc il reste plus que 2 jours. Vous avez été super nombreux à l'apprendre, donc je pense que tu l'as probablement déjà pris, mais si c'est pas encore fait, sache simplement que ça s'arrête samedi. Nous, on se retrouve demain. À demain.